Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans ce nouveau webinaire Reno. Aujourd'hui c'est moi donc Audrey Bell, je suis chargée de projet chez Greenwin qui est un pôle de compétitivité. Et donc c'est moi aujourd'hui qui ai l'honneur de présenter ce webinaire qui sera sur la donnée et l'enjeu finalement de la donnée dans nos projets de rénovation. Donc un petit mot par rapport à Greenwin. Donc, je vous l'ai dit, on a un pôle de compétitivité et on a collaboré en fait avec Buildwise dans la création de ce projet Reno. Si vous avez l'habitude de nous suivre, puisque ce webinaire fait partie d'une série de webinaires ici depuis le début de l'année 2025, eh bien, vous savez que Reno a été monté finalement pour structurer l'écosystème autour de l'innovation. Et donc, Greenwin fait partie de différentes task force. Donc, ce projet comporte différentes task force et notamment une de ces task force est la task force Smart et Data, avec qui on collabore également avec MBuild Wallonie, qui est là aujourd'hui. Mélanie est derrière l'écran dans le chat. Donc, voilà, n'hésitez pas, je pense qu'elle va réagir et vous faire un petit coucou. Justement, par rapport au chat, sachez que vous avez un onglet questions-réponses en bas à droite de votre écran. Donc, on aura une petite session questions-réponses à la fin du webinaire où nos différents intervenants pourront répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à y poser vos questions. Et si jamais vous vous trompez d'onglet, on ne sait jamais, Mélanie recopiera du coup voilà, les questions dans l'onglet. Et Mélanie pourra également vous partager les quelques liens dans le chat au besoin, puisqu'on va vous partager quelques infos tout au long du webinaire. Voilà, juste un petit mot de rappel par rapport à ce qu'est Reno. C'est vrai que je n'ai pas expliqué par rapport à ce qu'on fait finalement. Donc, on est là vraiment pour faciliter l'innovation et accélérer la rénovation au niveau de la région wallonne. Vous pouvez devenir membre Reno. Vous avez le lien ici et je pense que Mélanie va pouvoir vous le mettre dans le chat. C'est important, c'est gratuit. Et l'objectif vraiment de Reno, c'est de vous accompagner dans vos projets d'innovation, mais aussi dans vos montages de projets européens, autour évidemment de la rénovation, de vous sensibiliser aussi, hein, c'est le cas ici des différents webinaires que vous pouvez suivre. Donc, on essaye de vous informer sur ce qui existe en termes de projets et ce qui se monte en termes de projets au niveau de la région. Et alors aussi d'essayer de réseauter, donc de favoriser finalement le réseautage et la collaboration entre les différents acteurs de la chaîne de valeur au niveau de la construction. Voilà pour le petit mot de rappel. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est la donnée, donc, qui nous semble un enjeu majeur pour vraiment avancer au niveau de la rénovation. Et pour introduire ce sujet, j'invite du coup Véronique, qui est présente aujourd'hui en studio. Merci Véronique d'être là. Qui fait partie de la société GIM. Et Véronique, je te laisse un peu t'introduire et expliquer un peu ce que fait GIM et comment en fait la donnée chez vous est vraiment un enjeu majeur au niveau de vos travaux. Oui, merci beaucoup. Voilà, je suis Véronique Delatte et je suis chef de l'équipe innovation de GIM. Et chez GIM, on travaille déjà depuis 30 ans. On travaille dans les domaines de géospatial et surtout avec les données, les géodonnées. Et on essaye de répondre à une question pertinente. Comment représenter la territoire ou comment représenter un cas d'usage pour mieux décider. Alors, on aide nos clients dans différents segments pour mieux décider à la base des informations géospatiales parce que 80% de toutes les données qui existent au monde ont un composant géographique. Et c'est vraiment, les géodonnées peut aider pour comparer et pour justifier ses choix au niveau stratégique, mais aussi au niveau opérationnel. Et à cet aspect-là, on focalise sur créer un impact positif Mhm. 100%. Alors ça, c'est vraiment notre but dans la société et notre ambition. Ok. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Je sais qu'au niveau de la présentation, voilà, oui, et pourquoi finalement la donner et aussi l'importance de la structurer. Je Oui, pense c'est que ça, ça. c'est aussi... Voilà, pourquoi est-ce que
on pense aussi dans le domaine de rénovation, dans le domaine de construction, pourquoi est-ce qu'on commence à aussi penser au niveau d'utilisation et l'importance des données? Parce que les enjeux deviennent beaucoup plus en plus complexes et pour mieux comprendre, mais aussi pour prendre des meilleures décisions, les décisions doivent être basées sur des multicritères. Alors, on doit prendre en compte beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'aspects quand on prend des décisions. Et aussi, la distribution spatiale devient plus en plus Mmh. important. Ce que nous, on fait, on fait quelque part, ça pourrait être tout à fait différent de quelque part d'autre. Mmh. Et c'est justement pour ça que on pense que les données sont une valeur très importante. Le problème aujourd'hui, c'est pas souvent que les données ne sont pas Mmh. disponibles, ils sont souvent disponibles, quelque part, mais ils ne sont pas, intégrés, ils ne sont pas liés, ou reliés, ils ont fragmenté, aussi, le format est souvent différent, l'échelle est souvent différent et c'est pour ça que l'intégration et la structuration devient plus en plus important pour aussi, avoir des réponses ou peut donner des réponses, à des questions, aujourd'hui. Oui. Et justement, vous avez développé un outil, qui est l'outil Bellmap. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cet outil et comment, celui-ci peut justement aider à structurer ces données? Oui, oui, vraiment, peut-être, encore une étape au milieu, c'est Oui, vraiment, quel est le souci si on n'a pas une base de données structurée OK, comme par oui, exemple plus. Bellmap. Mmh. Parce que, dans ces cas-ci, on ne peut pas comparer des situations, comparer des données, on doit souvent analyser, des choses cas par cas, et aussi, ça ça devient plus en plus difficile pour interagir et avoir un dialogue entre les acteurs différents. Et si on a des données qui sont reliées et qu'on applique une data-driven approach, ça veut dire qu'on sait plus justifier et prendre des décisions plus Mmh. objectives. Et c'est pour justement à ça qu'on a travaillé chez Jim. Alors, on a créé, où les données, le processus est peut-être encore plus important. On doit créer et collectionner les données, Mmh. on doit les agréger et relier et finalement, on doit certainement les exploiter dans des analyses, mais aussi dans les, scénarisations. Et à la base de ça, on a vraiment, créé alors ça, c'était notre but, de relier, collectionner et agréger les données Mmh. pour les mettre à disposition, à différents, types de cas d'usage. Alors, avec le support des, visions de l'ordinateur, mais aussi des processus ETL, extract, transform et load. Ça veut dire qu'on va intégrer, combiner, échanger des informations pour créer des nouvelles informations, qu'on peut utiliser dans le domaine de décision. Et à la base de ça, on a créé une base de données structurée avec au minimum 30, une trentaine de modules à la base de plus que 60 sources Oui. qu'on a intégrées. Et au-dessus de ça, alors la base de données est structurée autour des bâtiments, des territoires, les parcelles et l'environnement, Mmh. différents, même aussi un peu socio-économique, mais ça c'est mineur. Et la base peut être intégrée dans des applications. On a mis à disposition des services pour les intégrer dans notre propres applications nous-mêmes, mais aussi dans des applications ailleurs. OK. Hem, voilà, ici, vous voyez, un peu les différents modules qui sont déjà disponibles et un aspect vraiment clé dans dans le produit Balbam, c'est l'identifiant unique et stable. Parce qu'à cet aspect-là, on peut relier l'information au niveau des bâtiments, avec les parcelles, avec l'environnement qui entoure, avec l'information socio-économique
Et à la base de ça, vous pouvez vraiment, ça reste stable jusqu'au moment que, par exemple, un bâtiment vraiment change 60 ou 70%, OK. que à ce moment-là, on change l'ID parce que c'est pas du tout la même bâtiment. Mais jusqu'à ce moment-là, tout reste stable et on peut réutiliser l'information autour des différentes années. Alors ça, c'est aussi quelque chose de très important, que quelque chose reste stable et qu'on peut réutiliser, relier des choses autour des différentes années. Et du coup, cet outil, Belmap, il est utilisé aujourd'hui par, plutôt les pouvoirs publics alors ou, d pour la gestion de leur territoire? Comment ça se passe, Oui, pour le moment, il y a différents marchés Mmh. qui utilisent déjà l'outil. On a fait déjà des projets, par exemple, pour la commune de Mons, Oui, au niveau du plan canopé, l'îlot chaleur. Au niveau, peut-être pas chaque client n'utilise pas tout tout le le oui. contenu, mais certains modules, Mmh. par exemple les bâtiments ou les panneaux, que les panneaux solaires existent ou pas, est-ce que l'âge des bâtiments, on a un autre projet pour un intercommunal qui utilise l'information pour vraiment coacher leurs citoyens au niveau de rénovation. Quelle rénovation est-ce qu'ils pourraient faire autour de leur bâtiment, ce genre de choses. Alors pour nous, le futur, maintenant, on a la base de données, on a certaines applications, mais pour nous, le but au futur, c'est vraiment d'aussi encore améliorer Mmh. l'application pour mieux scénariser, euh, pas seulement sur un bâtiment unique, mais aussi d'identifier d'autres bâtiments avec le même structure pour que vous pouvez grouper euh, les scénarios de rénovation autour de la territoire. OK, super. Merci. Merci. Merci pour, ce partage. Hem Du coup, je vais passer à la deuxième intervenante qui n'est pas en studio, mais qui est en ligne, en visio, puisque c'est Gwenaëlle Carpenton, qui est CEO de Urban Think Platform. Et on voulait en fait, vous montrer un exemple concret, justement, par rapport à cette récolte de données, sur le territoire. Et Gwenaëlle, en fait, a travaillé avec, la ville de Lyon, sur un projet européen qui est le projet ASCENT. Donc un projet qui a été financé par l'Europe. Mais je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais laisser la parole à Gwenaëlle. Merci, de ta participation et merci d'être là. Donc je te laisse, présenter, ce que c'est, Urban Team, plateforme Bien et aussi sûr. comment est-ce que vous avez travaillé avec, Lyon Confluence et quelle a été la finalité finalement du projet. Merci. Très bien. Merci, Audrey pour, cette occasion, donnée et voilà, je m'appelle Gonaëlle Carfentan. Je suis, la porte-parole de l'équipe d'Urban Think Platform et effectivement, nous avons eu l'occasion, de travailler, avec Lyon Confluence. C'est un bel exemple puisque c'est une agglomération, Lyon que vous connaissez peut-être, mais le quartier de Lyon Confluence, est un peu spécifique et à travers ce retour d'expérience, je vais, du coup, vous montrer comment les solutions digitales, sont un soutien à la décision pour la transition écologique et énergétique. Puisque nous, on est vraiment les spécialistes des cas d'usage, hein, c'est-à-dire au-delà, de l'introduction de la 3D dans, et le jumeau numérique, eh bien, ma foi, il faut aussi que cette donnée, on la fasse parler sur des thématiques. Et ce retour d'expérience, nous a permis aussi d'avoir, des reconnaissances. Là, vous avez à l'écran un petit panel de ces retours, à la fois français et européens et internationaux, puisque, nous avons été, choisis pour être les seuls finalistes au salon du World, pardon, excusez-moi, j'ai un petit son qui n'est pas souhaité. C'est le World Smart City qui s'organise à Barcelone tous les ans. Et nous avons gagné notre place en finale. Il y avait 462 équipes. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, grâce à cette compétition, reconnus comme leader européen, puisque nous avons été rangés dans la catégorie énergie et environnement. Et donc, on était contre
un Arabie Saoudite et un Chinois. Donc, vous voyez les photos qui sont ici, et je suis à côté d'Anne-Cécile Carfentan qui s'occupe aussi de tout le développement européen. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à vous aujourd'hui, et à la Belgique, et donc avec lequel nous serions très heureux de pouvoir conduire des projets assez proches. Donc, pour être tout à fait, si je puis dire, concret, aujourd'hui, on s'aperçoit que la performance environnementale est difficile à piloter. Quand je dis concret, je veux dire par là que on s'aperçoit que le réel n'est pas toujours très bien géré parce que les données sont dispersées, les processus restent manuels la plupart du temps, donc c'est du remplissage de tableaux Excel. Et donc, il y a un manque de vision globale. Et donc, effectivement, traiter les cas d'usage par thématique oblige de travailler sur plusieurs types de données. Et donc, cette complexité, il faut l'appréhender de façon très organisée, en fait. L'autre ralentissement dans la performance environnementale, c'est la complexité réglementaire qui aussi n'est pas simple à gérer. Donc, résultat, si on veut vraiment s'engager sur cette performance environnementale et travailler de façon très organisée sur cette data qui est à multiples facettes et multithématique, eh bien, il faut avoir ce qu'on appelle un jumeau numérique. Et c'est ce que je m'apprête à vous montrer à travers l'expérience de Lyon. En tout cas, ils ont fait l'expérience de décisions très éclairé, puisque aujourd'hui, ils le transposent aussi aux citoyens. Donc, je vous montrerai en quoi ça les intéresse. Ils ont gagné un temps fou, ça aussi, c'est très important. Et surtout, cette logique d'économie mesurable est aussi à la fois un soutien dans la pédagogie et aussi au déploiement sur d'autres quartiers, forcément. Ce qu'on appelle le retour sur investissement, il est inférieur à 2 ans. En général, on est même à l'année. Donc, c'est-à-dire que, voilà, c'est vraiment que du boni et beaucoup de soulagement aussi face à cette complexité. Donc, la performance environnementale par cas d'usage, c'est le terme qu'on utilise, use case en anglais. C'est véritablement traduire finalement une complexité à travers ce qu'on appelle du cockpit, c'est du tableau de bord. Donc, c'est comme si je pouvais me permettre de vous faire un peu cette blague. Est-ce que vous accepteriez de conduire de votre voiture sans avoir un vrai tableau de bord? Je pense que la plupart des gens diraient non. Peut-être les plus casse-cous oseraient le faire, mais en tout cas, finalement, c'est ce que l'on propose, c'est créer ces fameux pense-bêtes visuels que l'on appelle dashboard, et ce qui traduit un cockpit virtuel finalement des quartiers ou des problématiques que l'on cherche à renseigner. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que la thématique énergie est extrêmement attendue parce qu'on sait que ben voilà, l'énergie se dompte, si je puis dire, mais il faut encore en mesurer cette performance. L'exemple qui va suivre, c'est vraiment l'accord parfait entre finalement une donnée de consommation et une donnée de production pour voir comment le quartier évolue en tant que premier quartier à énergie positive français et premier quartier à énergie positive d'Europe. Donc, c'est la thématique sur laquelle ils se sont engagés, mais nous avons d'autres territoires qui sont engagés sur la thématique de l'eau. Alors, quand on dit l'eau, c'est l'eau usée, l'eau potable, l'eau de ruissellement, puisque c'est aussi une denrée qui se raréfie, donc il faut la gérer de façon très optimisée. Et donc, le jumeau numérique aide également à cela. Autre thématique, et notamment celle de Lyon, qu'ils ont choisi d'enchaîner, c'est celle de la biodiversité, puisque évidemment, vous le savez sans doute, de plus en plus dans les villes, on craint la chaleur, on craint ce qu'on appelle les montées de température, et on cherche à identifier en fait les îlots de chaleur pour redonner un confort de vie aux citoyens et aux piétons. Et donc, nous essayons, grâce à ce suivi de la biodiversité, de restituer une qualité écologique de sites urbaines et de pouvoir justement rendre ce confort de vie à chacun, malgré les températures qui vont augmenter. Un autre aspect qui est aussi intéressant, c'est les risques climatiques.
Donc voilà, c'est inondation, submersion dans certains cas et aussi feu. Donc toutes ces thématiques sont abordées, notamment aussi la mobilité et forcément la balance carbone qui est un peu le summum, le Graal, c'est-à-dire c'est la combinaison entre finalement un total d'émissions et un total de séquestration de CO2. Mais peut-être qu'il y aura des questions là-dessus tout à l'heure. Je vous propose de continuer avec cette notion de finalement, OK, la performance environnementale, c'est une chose, c'est bien, mais c'est quoi notre bénéfice? Eh bien, en fait, en termes de gains, on parle vraiment de cockpit numérique unifié. C'est-à-dire que finalement, la complexité des données devient simple, et devient facile. C'est-à-dire que cette complexité, on l'oublie et en plus, on peut piloter, partager l'information. C'est complètement, on va dire, agnostique. Donc ça veut dire que ça permet aussi de se connecter à d'autres plateformes. On pourrait très bien, être connecté, du coup à la plateforme aussi, de l'intervenante, précédente, tout comme on pourrait être connecté à d'autres outils. Ça permet aussi de gérer plusieurs sites différents, donc plusieurs quartiers à l'intérieur d'une agglomération. Donc finalement, on se libère de craintes, parce que le jumeau numérique peut, s'exprimer, dans tous les cadres en fait et à toutes les échelles. Et évidemment, quand on est rendu dans cette démarche, où il n'y a plus de problème d'échelle, ça devient un véritable levier pour aussi améliorer la communication, la partager, entre élus, entre techniciens, mais aussi, avec les citoyens. En tout cas, c'est ce que Lyon, on va vous montrer la vidéo juste après. Et les insights projets, évidemment, ce qu'on appelle les fameux cas d'usage, sont aussi incrémentables, année après année. En général, tout ne se fait pas, d'une seule fois, vous imaginez bien. Mais ce qui est important, c'est qu'on commence par les priorités et surtout, ça permet aussi de projeter une vision d'avenir. C'est-à-dire que finalement, on se donne les moyens de voir qu'est-ce que pourrait être cet avenir et est-ce qu'il nous plaît ou est-ce qu'il ne nous plaît pas? Et du coup, s'il ne nous plaît pas, eh bien, on peut encore agir. Et c'est ça la force du message du jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on va simuler effectivement des scénarios d'avenir pour être sûr que finalement, c'est bien ce à quoi on veut permettre à l'humain de rencontrer, surtout sur les générations futures. Donc je poursuis avec, et je pense que nous allons voir dans quelques secondes je sais qu'Adrien est, sur le point de vous lancer la vidéo juste après. Donc la voici qui arrive. Merci Adrien. Donc voilà, vous avez un jumeau numérique ici qui, traduit en fait, ce qu'on appelle une base de données géolocalisée, c'est-à-dire que tous les bâtiments sont, contextualisés et surtout, toutes les données liées à ce bâtiment sont contextualisées. C'est-à-dire qu'on a la taille du bâtiment, son âge, son type de consommation, son type de production, parce que vous voyez ici, il y a des bâtiments qui sont équipés de panneaux photovoltaïques. On a véritablement en fait un vrai outil de mesure, mais aussi de simulation, évidemment des ombres portées, comme vous le voyez à l'instant. Donc c'est presque aussi un outil de planification urbaine, du moins d'exposition de la planification urbaine. Donc, vous voyez ici, on a un bâtiment qui est repéré avec sa base de données. Donc, on a ça pour tous les bâtiments. Lorsqu'on est sur un bâtiment blanc, comme vous le voyez ici au premier plan, eh bien, ce sont des bâtiments qui sont en projet. Donc là, on a des données simulées, on n'a pas des données réelles. Mais au fur et à mesure que les bâtiments se construisent et sont restitués, finalement, ils sont mis en fonctionnement, eh bien, nous avons cette capacité de traiter la donnée, la vraie donnée. Ici, vous avez les consommations de gaz, les consommations d'électricité. On a également accès aux données puisqu'il y a un réseau de chaleur, hein, mais nous avons aussi une expérimentation à Paris sur de l'hydrogène. Donc finalement, on peut à peu près mettre 100% des données énergétiques alternatives. Donc il n'y a pas de difficulté en fait.
Là, vous voyez ce qu'on appelle des dashboards thématiques. Donc, on zoome sur un bâtiment et on a tous ces profils de consommation. On a des profils journaliers, on a des profils évidemment mensuels et des profils annuels. Donc, ce qui permet véritablement de voir quels sont ceux qui consomment le mieux ou ceux qui sont vraiment à chasser parce qu'ils consomment trop. Donc, c'est en cela que ça devient un véritable outil de lecture et de compréhension, en fait, comment le quartier évolue et comment il interagit, si je puis dire, avec le quotidien. Puisque cette lecture, l'enjeu, c'est de… Ah, je vois que la vidéo s'est arrêtée. Adrien, je pense que je vais reprendre ici. Je peux le relancer? Oui. Peut-être qu'il faut me le relancer, Adrien. On n'a pas fini la vidéo. Il restait que quelques secondes, mais on peut peut-être l'accélérer. Je ne sais pas si vous pouvez l'accélérer. Voilà, très bien, merci. Ou alors c'est resté bloqué à ce stade-là. Mais Je pense que vous c'est avez bon. vu quand même l'essentiel, puisque le bénéfice en fait de Lyon Confluence est véritablement de restituer cette information aux citoyens et de pouvoir, et des promoteurs, hein, parce que évidemment c'est la collectivité, les promoteurs, puisque c'est eux qui construisent, c'est eux qui vendent, mais une fois que c'est vendu, vous savez bien comment ça fonctionne, ils se retirent. Donc, et là, on se retrouve avec les syndics et les propriétaires. Donc, évidemment, la chaîne de la data, il faut la sécuriser. Peut-être que ça fera aussi l'objet de questions tout à l'heure sur lesquelles je pourrais revenir. Je vais continuer du coup à prendre la main. Adrien, peut-être si tu peux me redonner la main. Voilà, merci. Donc, je vais continuer avec finalement le partage du PowerPoint que vous pourrez évidemment revoir en replay, n'est-ce pas? Je pense que c'est prévu. Donc, pour résumer un petit peu finalement les choses, le jumeau numérique devient, comme vous l'avez vu, une réplique digitale du quartier. On est capable de gérer plusieurs échelles, donc c'est la rue, c'est le bâtiment, c'est la rue, c'est le quartier. C'est un petit quartier, mais ça peut être un grand quartier. Et ce qui compte, c'est que finalement, toutes ces données et l'importance de la data, comme disait tout à l'heure Audrey, devient finalement un éclairement de la vision. Et donc, du coup, quand on voit bien, c'est comme le cockpit quand on est dans sa voiture, quand on voit bien, eh ben, on sait où on va et on peut agir. Et donc, c'est aussi toute la force de ce système et de cette puissance de gestion de données. En tout cas, sur Lyon, nous avons 18 000 datasets, donc c'est des jeux de données. Aujourd'hui, on est rendu à peu près à 40 millions de data sur 5 ans d'historisation de données, donc c'est relativement important. Et ce qui est intéressant aussi au passage de cette vidéo que vous voyez en anglais, parce que en fait, c'est un projet européen qui s'appelle Ascend, et ça va me laisser aussi la possibilité de faire une petite transition vers l'intervenant qui me suit, parce que vous avez aussi en Belgique un partenaire Ascend à travers la ville de Charleroi. Et donc, chaque ville a donc des projets pour montrer que justement la performance énergétique est au rendez-vous. Et l'Europe est très fière de pouvoir montrer qu'il y a des quartiers qui augmentent en niveau d'appréhension de données et qui sont obligés d'être dans cette logique de partage et de communication. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est à la métrique de la ville, on est à la métrique du bâtiment. La particularité de cette image est intéressante. Quand c'est rouge, on voit que le bâtiment surconsomme. Donc, tout de suite, l'alerte est mise et donc la ville va aller au contact et donc mettre en place un jeu d'action de telle façon à ce que les propriétaires prennent conscience aussi des enjeux et de leurs responsabilités pour régler ces enjeux. Et ensuite, évidemment, ce qu'on a envie, c'est de comparer. Donc, comparer la consommation avec la production pour voir à quelle échéance on sera véritablement en énergie positive. En tout cas, tout ça est évidemment possible grâce
à ce qu'on appelle, les IoT. Forcément, les bâtiments sont connectés, donc on parle de building, de management de système, hein, donc c'est du sous on parle aussi de télérelève dans le domaine de l'eau. Dans le domaine de l'énergie, on parle d'IoT, donc le vocabulaire est parfois étendu, mais ce qui compte, c'est que la donnée remonte. Et ce côté multiscalaire, pour pouvoir aussi monter en puissance tranquillement est important, pour que, finalement, on ne se mette pas de pression inutile. La montée de données va se faire régulièrement. Donc le contrat européen avec Lyon Confluence est sur 4 ans, mais ils imaginent même pas, arrêter, vous voyez? Donc c'est aussi pour faire perdurer, les démarches que l'Europe accepte de financer ce genre de projet et à cette échelle-là. Voilà, mais en tout cas, j'espère que ce retour d'expérience vous aura convaincu et je reste à votre disposition pour échanger, sur les questions-réponses tout à l'heure. Merci. Merci Gwenaëlle. Peut-être que je vais quand même enchaîner directement avec une petite question qui est en lien direct avec ta présentation, Ah, concernant justement, je ne sais pas si oui, on te voit toujours. Voilà, la question de Benoît, parce que du coup sur la fin, oui, tu as énoncé que c'est un travail finalement de collaboration avec la ville de oui. Lyon pour la récolte de Mmh. ces données, mais d'où viennent-elles? Parce que c'est un point qui est assez central chez nous, c'est comment Mmh. finalement récolter cette donnée et comment la structurer et comment finalement vous avez travaillé avec ce pouvoir public pour justement, aboutir à ce qu'on voit là à l'écran, quoi? Alors effectivement, mmh, la plupart du temps, toutes les villes ont, ce qu'on appelle des open data. Mmh. Donc, on va commencer par aller sur l'open data, mais on va s'apercevoir, bon, il y a des open data qui ne sont pas équivalents, donc le réflexe, c'est effectivement d'aller se nourrir, sur, ce qui est déjà mis à disposition, mais la plupart du temps, ça ne suffit pas. Donc, on va aller se connecter à toutes les plateformes intermédiaires. Donc c'est la plateforme liée à l'énergie. Donc, c'est en général le concessionnaire qui gère cette donnée. Donc, chez nous, ici en France, au niveau de l'énergie, il n'y a qu'un seul opérateur, hein, donc il s'appelle Enedis. Je sais qu'en Belgique, vous en avez plusieurs. Donc, effectivement, il faut se connecter chez tous les opérateurs qui sont concernés. C'est valable aussi sur l'eau. Donc, finalement, c'est un jeu d'acteurs, on appelle ça comme ça, effectivement. C'est un jeu de données qu'on va aller chercher et on va créer des API pour pouvoir aller remonter la donnée. J'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, mais c'était peut-être un peu rapide et c'est une bonne question, merci de l'avoir reposée là, c'est que nous, on est agnostique. Donc, il n'y a pas de limite, parce qu'il ne faut pas avoir l'impression de dire, ah oui, mais du coup, ça va être trop compliqué, on ne va pas pouvoir le faire. Et si, c'est possible aujourd'hui d'être agnostique et en tout cas, c'est notre rôle de devenir un rooftop en fait. C'est-à-dire que le jumeau numérique va donc coiffer toutes les plateformes multithématiques parce qu'on a une plateforme sur l'eau, sur l'énergie, sur la mobilité aussi, forcément. On va avoir une Mmh. plateforme sur la biodiversité. Donc, en fait, il y a plein de plateformes intermédiaires. Donc, ne vous tracassez pas. L'intérêt, c'est que vous ayez ce rooftop qui va vous permettre d'agréger. C'est comme si on allait, vous voyez, tirer plein de liens, plein de ficelles qui vont faire que ça va remonter. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça ne peut pas se faire en 5 minutes, ça prend du temps. Mais ce qui compte, c'est qu'une fois que c'est fait, eh bien, vous êtes sûr d'avoir une donnée propre, correctement agrégée et connectée aux bons endroits. Et donc, cette mise à jour va aussi s'instrumenter. Et donc, c'est les fameux IoT qui vont monter en puissance. Mmh. Donc, ça va se construire avec le temps, peut-être un petit peu de patience, mais beaucoup de motivation parce que sur Lyon, on a mis une petite année pour monter le système. Et encore une fois, ils imaginent même pas revenir en arrière, tellement ils sont contents et soulagés aussi de voir que, en fait, ce qui pensait être complexe au départ Mmh. devient simple aujourd'hui. Super, merci. Et par rapport justement à cette collaboration avec la ville de Lyon, est-ce que tu pourrais nous Oui, donner un exemple, concret peut-être de ce à quoi vous êtes arrivés par rapport à ce quartier? Et comment, quelle par exemple une prise de décision qui a enfin oui, un exemple de prise de décision qui ont été, prises finalement après, oui. cette analyse et cette analyse de ce jumeau numérique quoi finalement?
Eh bien, en fait, je vais répondre sous 3 angles. Le premier, c'est qu'il y a 10 ans, quand ils avaient commencé à imaginer que c'était possible de le faire, ils n'y étaient pas arrivés. Donc ils avaient eu un échec de connexion de data qui n'était pas organisé, qui n'était pas géolocalisé. Donc la première action a été fédératrice, je pense, pour enclencher aussi tous les acteurs, Mmh. c'était de montrer les choses de façon simple et géolocalisée. Ça leur a permis d'embarquer tous les acteurs urbains, les promoteurs, les syndics. Donc la première chose, en fait, c'était de convaincre, si je puis dire, les 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 personnes du quartier qui pensaient que c'était pas possible. Parce que comme il y a 10 ans, ils n'avaient pas réussi à le faire, ils s'étaient imaginés que c'était pas dans le domaine de l'accessible. Et donc ce côté fédération a été un acte majeur parce qu'une fois que tout le monde est convaincu et tout le monde voit que c'est facile à faire, eh ben, on embarque les gens beaucoup plus facilement. Donc ça, c'était le premier niveau. Deuxième niveau, avec tous les services de la ville de Lyon Métropole et la ville de Lyon, on avait affaire aussi à ce qu'on appelle le silotage Mmh. public. Chaque silo de service est dans ses tableaux Excel profondément ancrés dans leur quotidien. Et donc, pour eux, c'était aussi délicat. Ils avaient l'impression au départ qu'ils allaient perdre le pouvoir. Oui. Perdre le pouvoir de la donnée parce qu'ils n'allaient plus le maîtriser. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils ils ne perdaient pas le pouvoir parce qu'ils continuaient à maîtriser la donnée. C'est pas parce qu'on on le lit sur un jumeau numérique qu'on perd le pouvoir de la donnée. C'est simplement le mode de lecture et la fiabilité qui changent. Et Mmh. surtout la notion de partage et d'amplification du partage. Parce que le tableau Excel, on le fait pour soi, pour sa petite équipe, mais c'est tout. Alors que le jumeau numérique, on le fait pour plus. Et donc, on arrive à convaincre aussi et à embarquer en fait tous les services grâce à ça. Donc, non seulement on a convaincu les acteurs privés, mais on a aussi convaincu les acteurs publics. Et une fois qu'on a embarqué tout le monde, eh bien alors là, comme il y a une forme de libération aussi intellectuelle de dire, bah ok, donc du coup, il n'y a plus d'obstacles, il faut y aller. Donc ça a pris 1 an. Donc une fois que ça c'est fait, donc c'est quand même le cœur du système, c'est que c'est la liberté d'avoir accès à la donnée. Et après, on peut travailler les cas d'usage parce que l'énergie était le plus facile pour convaincre, c'est parce que c'était puissant de montrer que c'était possible d'avoir un quartier énergie positive et de pouvoir le montrer aux citoyens, de dire: «Bah, regardez, si on crée des panneaux photovoltaïques, si on met un réseau de chaleur urbain, c'est pour l'intérêt aussi pécunier. C'est de dire que finalement, ça va coûter moins cher». Donc dernier dernière dans les trilogies des acteurs, c'est l'acteur citoyen que nous avons réussi à convaincre. Donc ça fait 2 ans qu'on travaille pour Lyon. Il nous reste encore 2 années à faire et en 2 ans, on a fait un boulot, incroyable déjà pour convaincre et donc c'est pour ça qu'on passe à la biodiversité. Parce que je pense qu'il y a 2 ans, ils imaginaient même pas qu'on allait aller aussi vite sur la biodiversité. Et après, c'est la mobilité, le cas d'usage sur la mobilité qui fait partie de la feuille de route. Et là, on travaille aussi sur le cas d'usage de l'autoconsommation individuelle et collective qui va renvoyer cette information pécuniaire de dire bah, finalement, ça nous coûte moins cher, mais c'est valable pour tous, tous les ménages en profiteront. Super, merci pour ces clarifications, c'est super inspirant et justement, tu as bien Mmh. introduit en effet, notre troisième intervenant, qui est Philippe Meunier de chez YTech. Bonjour Philippe, Bonjour. bienvenue. Donc bah, oui, on voulait aussi, ben, traduire un peu, ce projet ASCEND sur le territoire de la région wallonne. Donc on n'est pas au même stade. Philippe va un peu expliquer, ici, comment finalement, vous, bénéficiez du subside et comment, ça va être traduit au niveau de la ville de Charleroi. Et pour l'instant, en fait, vous êtes aussi dans une phase de concrétisation et de montage de projet. Mmh. Voilà, mais juste avoir votre
Bonjour à tous, merci. Donc, Philippe Meunier, moi je suis chargé de projet en transition énergétique chez Ygretech Intercommunal, ici une agence de développement territorial au niveau de la région de Charleroi Métropole, qui a aussi un bureau d'études assez important. Et nous sommes Ygretech, partenaire avec la ville de Charleroi, donc dans le projet Ascent. Et donc mon intervention aujourd'hui, c'est de vous expliquer un peu où en est l'état de nos réflexions, ouais, comparé clairement à la situation précédente. On se trouve bien plus en amont, mais je pense que ça peut aussi éclairer, répondre à des questions que je vois effectivement sur l'utilisation, la collecte des données. Alors si je passe au slide, c'est ici. Après, Je peux le faire d'ici, ouais, hein, je ok. pense. Voilà. Juste un rappel, bon, on a parlé du projet ASEN, donc c'est un projet européen qui vise donc à accélérer le développement de districts à énergie positive. Euh, donc c'est bon, dans le cadre effectivement de l'Europe, de la mission Climate Neutral and Smart Cities. Alors un PED, c'est quoi? Donc l'idée un peu de base, c'était en théorie de dire, OK, on va essayer de consommer moins que ce qu'on produit pour être comment positif. Mais on voit aussi qu'il y a, au-delà de la question des projets énergie, il y a finalement la mobilité, il y a les systèmes d'information qui viennent se greffer pour essayer d'avoir des quartiers durables. Alors la ville de Charleroi, dans les projets européens, c'est une ville multiplicatrice. Donc on a Lyon et Munich qui sont un peu les villes phares avec un engagement effectivement de résultats de ce quartier à district positif. Et puis d'avoir des villes qui vont répliquer ou en tout cas s'inspirer de différentes solutions qui sont mises en place par ces villes pour les mettre en place chez nous. Alors concrètement, donc un quartier à énergie positive, ça parle on ne parle pas généralement de la donnée, mais c'est plutôt, on parle de grands projets d'énergie, hein, Mmh. que sont la rénovation des bâtiments, la construction de nouveaux quartiers, l'idée d'installer un réseau de chaleur, de créer une communauté d'énergie. Et puis vient petit à petit, effectivement, on se trouve confronté, ou en tout cas, on prend conscience que la donnée, toutes les solutions digitales sont effectivement des opportunités pour mettre en place ces différents quartiers. Alors, pour Charleroi, la transition énergétique, la ville, elle a voulu inscrire cette dimension de transition dans son développement territorial. Et le terrain de jeu, ou en tout cas le focus du projet Ascent est sur le territoire de la Porte Ouest. Donc c'est le passé historique de Charleroi, industriel. Et donc la ville a plusieurs anciennes friches qui font des projets, qui font l'objet de programmes de rénovation. Et donc sur la porte ouest, peut-être vous en avez entendu parler il y a pas longtemps dans la presse, il y avait donc communiqué sur que cette porte ouest allait accueillir le quartier du futur, donc une nouvelle caserne militaire. Et puis il y a aussi la création d'un nouveau parc d'activités, un campus Clean Tech District. Et Ygretech est chargé par la ville de Charleroi en tant qu'aménageur urbain pour créer ce nouveau parc d'activités. Et dans ce parc d'activités, 2 bâtiments un peu emblématiques que sont les vestiaires, qui étaient les anciens vestiaires de cette zone industrielle, ainsi qu'une centrale de production d'énergie thermique qui vont être rénovés, qui vont être les premiers éléments euh, de ce futur quartier. Alors, peut-être avant de dire que ce quartier, il a été mûri dans sa vision. Il y a eu un master plan au niveau de la ville de Charleroi avec un axe stratégique de rénovation et puis d'exemplarité énergétique. Donc, ça part d'une vision. Et on a aussi, également important aussi la création du district clean tech. Donc l'idée sur ce parc d'activités
de développer un écosystème autour des clean technologies. Et ça, c'est un point qu'on retrouve dans le projet ASEN, c'est que ces quartiers à énergie positive, ils se construisent autour d'un chef d'orchestre qui va mettre en place. Après, ce sont des bâtiments énergétiquement performants, des réseaux, de la production d'énergie, à laquelle s'ajoute la décarbonisation du transport et vient de manière un peu transversale se greffer la partie données ou tout numérique qui va pouvoir finalement matérialiser ce quartier énergie positive. Alors, comme je le disais au début, le PET, c'est un concept. Si je reviens sur le slide précédent, s'il te plaît. Euh, euh, le PED ou le quartier énergie positive, c'est un concept. Et puis, on voit que ce sont des acteurs, et là, je vais reprendre un mot qu'on va venir fédérer. Donc, par rapport finalement au speech antérieur, cet aspect communication, interaction entre les différents acteurs. Et c'est donc un graphe que j'avais repris ici de la littérature qui me semblait illustrer aussi ce besoin, ou en tout cas cette vision de la donnée déjà à plusieurs niveaux. Il y a le niveau du bâtiment, il va y avoir le niveau des infrastructures, et puis il y a cette vision de partage. C'est clair que pour arriver à un quartier énergie positive, le retour d'expérience qu'on voit d'ailleurs, c'est que ça passe par du partage, des interactions entre les différents acteurs, et donc la nécessité d'arriver à communiquer de la donnée. Et donc ces outils digitaux ont un potentiel, et en tout cas une opportunité de partager une vision globale, comme ce qui a été un peu fait par les précédents intervenants, et puis de regarder comment on va interagir aux différents niveaux. Et une autre présentation que j'avais trouvée intéressante de Bruxelles Environnement sur la création de ces districts à énergie positive, c'est que il y a clairement, effectivement, on l'a dit, un enjeu autour de la donnée, de son accessibilité, et ça, on est content de voir que ça a été rapidement à Lyon, mais quand on entend d'autres retours d'expérience ou qu'on est confronté soi-même à aller trouver de la donnée, moi, j'espère être aussi positif en un an, mais il y a clairement un gros enjeu. Et bon, le PED, c'est avant tout un périmètre à monitorer qui soit lisible. Il y a la question aussi de l'appropriation, finalement, des outils qui vont pouvoir être développés au travers de la donnée. On voit aussi que ces projets de district sont structurants. Et moi, j'aime cet aspect collectif ou collaboratif qui est vraiment important, et sur lequel la donnée, effectivement, va être essentielle pour, effectivement, communiquer, faire adhérer. Et puis, on voit aussi, c'est que l'objectif n'est pas d'être dans le statique, mais aussi dans le dynamique. Et si on veut aller vers un quartier à énergie positive, il va falloir aussi changer les modes de consommation, les modes de production. Et donc, ce sont aussi beaucoup de challenges, mais effectivement, ne négligeons pas le premier, qui est finalement d'avoir une donnée accessible, et que les gens comprennent et puissent s'approprier finalement le projet. Voilà. Merci pour ce retour d'expérience, c'est super intéressant. Justement, vous parliez de collecter la donnée. J'ai une question dans le chat de Benoît concernant, c'est vrai qu'on a énoncé le fait d'où vient cette donnée. Gwenaël a répondu en partie, mais il posait aussi la question de comment finalement, de quid du RGPD, parce que nous, ces données sont liées à des propriétés et des bâtiments privés, et donc finalement comment
comment dépasser cette problématique et comment vous l'avez, dépassée au niveau de peut-être de Lyon? Je ne sais pas si Véronique, ou Philippe, vous voulez répondre ou si vous avez déjà eu une réflexion, Philippe, par rapport à ça au niveau de Charleroi? Mais je peux peut-être laisser la parole à Gwenaëlle, en priorité. Je ne sais pas si Gwenaëlle est toujours avec nous? Si, si, je suis là, je Voilà. reviens. Voilà. Donc oui, effectivement, je regardais le chat, c'est une bonne question, le sujet de la RGPD. Effectivement, nous aussi, nous nous y conformons. En fait, sur certains opérateurs, nous avons signé un accord national, en France, qui nous fait avoir accès à tous, les sous-compteurs. C'est le cas d'Enedis et donc pour être conforme à la RGPD, on fait signer un accord en fait, d'accès à la donnée. Donc c'est une forme de simplification aussi et d'acceptation. On appelle ça chez nous un consentement. Donc c'est un support, donc tout se fait en ligne, et donc chacun nous donne le consentement de l'accès à la donnée parce que justement, on a passé les étapes de confiance dont j'ai parlé tout à l'heure. Sinon, si on ne fait pas ça, on n'a pas les consentements. Donc la phase pédagogique de la première année et deuxième année est vraiment cruciale pour être conforme à la RGPD et puis de toute manière pour aussi que chacun se sente concerné par le sujet et que la donnée permet justement de s'apercevoir qu'on peut passer à une autre vitesse grâce à ça. Merci. Je ne sais pas si Véronique voulait rebondir par rapport à ça et la situation en Belgique, Oui, oui, évidemment, en Belgique, chez Jim, par exemple, pour le produit Belmap, on a vraiment un support juridique OK. juste pour assurer que si on pense à un type de données, avant de les intégrer, on vérifie, voilà, est-ce que c'est en accord avec la loi? Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est aussi oui, comme Gwenaëlle a dit, le conscient de, du public pour vraiment assurer que voilà, on est en correspondance avec ouais, ce qui est disponible, ce qui est possible et en ligne avec la loi. OK, super. Merci, j'espère que ça a répondu à la question de Benoît. Je vois qu'il est en train d'écrire. Peut-être juste, je rebondir sur une autre question, on a encore quelques minutes. Mais Gwenaëlle a parlé de l'importance d'embarquer toutes les parties prenantes. Je trouvais ça super intéressant, de se dire qu'il faut engager les différentes personnes. Philippe, c'est quelque chose que vous avez déjà travaillé dans l'introduction du projet? Je pense que vous avez déjà lié des partenariats avec, par exemple, des centres de recherche. Est-ce que vous avez déjà défini des choses pour justement embarquer toutes ces personnes autour de cette structuration de données? Et comme je le disais, au niveau donc du campus District Cleantech, a été créé donc une société qui a vocation à faire développer cet écosystème de cleantech. Et donc alors, ils n'adressent non seulement la partie, enfin, leur cœur ou en tout cas les écosystèmes sont plutôt orientés sur, la transition énergétique, la production d'hydrogène, la rénovation du bâtiment, la circularité de l'eau. Donc différents thèmes, mais la partie donnée est effectivement, transversale et donc il y a effectivement une volonté aujourd'hui de fédérer les acteurs de la région et d'autres, que ce soit au niveau des startups, des entreprises, autour de cette question de la donnée. Alors elle va se matérialiser un peu thématique Mmh. par thématique, mais c'est clair que pour avancer dans des projets comme ceux qui ont été présentés là pour Lyon, il y a un véritable le travail de fédération, d'amener et de concrètement, puis il y a l'aspect RGPD, mais après il faut expliquer, enfin, si des personnes s'engagent, comment ou signent un accord de confidentialité, ils veulent aussi savoir à quoi vont être utilisées leurs données, quels bénéfices ils vont pouvoir en tirer. Donc là, effectivement, il y a comment, un apport de ces solutions numériques qui permettent finalement de modéliser, de présenter, de communiquer. OK, si vous nous partagez votre information, OK, si vous avez envie de
vous intégrer dans cette démarche de district à énergie positive. Effectivement, on aura besoin de vos données, mais après ça, on aura quelque chose de supplémentaire à vous proposer. Participer à des communautés d'énergie, Mmh. de manière, ça te demande effectivement de partager ces données. Mmh. Hem, Oui, sans partager, on n'a pas des résultats, on a des Mmh. résultats heu comme il faut et c'est vraiment, voilà, Oui, c'est heu, finalement mettre en c'est avant aussi donner et oui, c'est ça, ouais, mettre oui, en avant ce qu'eux peuvent gagner pour finalement ouais, c'est essayer ça. de créer des de collaborations, quoi. créer finalement, pas d'être seulement sur, OK, donnez-moi vos données, Mmh. mais dire: «OK, si vous les donnez, OK, vous vous intégrez dans un projet et demain, on pourra, vous offrir tel ou tel service». Oui, super, merci. Et justement, j'avais, je pense, une question dans le chat de Mélanie, hem, sur, on a vu que sur la collaboration entre vous, finalement, les intervenants ici entre, Urban Think Platform, entre Belmap, l'outil Belmap développé par Jim, est-ce que, et YTech finalement, est-ce qu'il y a des possibilités finalement d'avoir des collaborations entre vous? Ou comment est-ce qu'on pourrait envisager, Oui, je heu pense c'était dans la presse encore cette semaine que le nombre de bâtiments qu'on doit rénover mmh en Belgique. Alors, on devra collaborer ensemble du côté métier, du côté données, du côté outils, vraiment pour avancer parce que on a juste commencé. Il y a encore Un grand un, une grande étape. voilà, grande étape à faire, Mmh. oui. Gwenaëlle? Ouais. Ou peut-être, Oui, pardon, alors tu je regarde mon agenda parce que figurez-vous qu'il y a une journée, sur les smart cities à Bruxelles le 24 mars ah bah, voilà. Mmh. auquel je participerai parce que j'ai été invitée. Alors, je connais pas encore tous les détails du programme évidemment, ni comment ça va s'organiser, mais c'est peut-être éventuellement, on pourra se revoir là-bas. En tout cas, je serais ravie que ça nous donne l'occasion, peut-être, d'avoir, peut-être une concrétisation suite à cette discussion. Donc c'est la CC Belgique, France qui organise la journée. Alors Audrey, je pourrais t'envoyer le lien si tu veux. Oui, Peut là, je pense que Adrien est en train de regarder. Il Ouais, est très c'est bon? réactif et il va le mettre dans le chat. Parfait, Voilà. super, Adrien. Merci. En tout cas, oui, voilà, donc c'est une journée vraiment dédiée à la Smart City où justement des partenariats peuvent naître et je serais ravie que, peut-être, on trouve des territoires, volontaires, pour, rentrer dans cette logique-là. Il y a toujours des appels à projets européens, mais comme vous le savez, c'est quand même des sujets quand même assez longs à monter. Donc c'est à beaucoup de partenaires dans le consortium, c'est pas il y a pas une rapidité d'exécution immédiate. Nous travaillons actuellement sur un autre gros projet européen qu'on a lancé la semaine dernière et j'étais en Allemagne, à Munich pour le lancer et donc les villes alors c'est une ville, heu, en Espagne, c'est Valencia et Nantes en France qui vont bénéficier de notre outil numérique. Hem, mais vous voyez, c'est long ce genre de projet. Donc je pense que c'est bien de partir sur des projets avec des territoires de quartier plus petits, qui ont un peu un effet de démonstrateur de dire: «Bah, écoutez, oui, c'est possible». Ça permet d'abattre, je dirais les pensées limitantes, on va dire ça, parce que souvent on est quand même pétri de ça et ça donne confiance aux gens de montrer que, c'est possible de faire des projets européens avec des acteurs, on va dire de multi-pays, mais toujours à l'échelle européenne. En tout cas, nous, on est très ouverts puisqu'on l'a déjà expérimenté 2 fois, donc je serais ravie de le faire aussi avec une équipe belge. Super. Bah, ça répond en partie à la question de ma collègue, Tara, qui est là aussi, dans le Ah, chat et qui demandait justement si vous étiez ouvert à des collaborations européennes. bien sûr. Tara qui travaille aussi sur 2 autres task force, dans le projet Reno, donc sur l'industrialisation de la rénovation et sur tout ce qui touche, aux matériaux, et systèmes énergétiques, donc voilà. Et donc peut-être la question, à Véronique, vous, au niveau projet européen, est-ce que vous êtes, ouvert à ces participations, à ces collaborations, est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez aussi? Voilà, Oui, c'est c'est une vraiment c'est une manière de vraiment aussi avancer. N'importe que le trajet d'un projet ou d'initialiser un projet
est long, mais comme un PME, c'est vraiment intéressant d'avoir cette opportunité de travailler, de collaborer ensemble et d'avancer les produits ouais, Super. vis-à-vis du marché. Merci. Voilà, je pense qu'on a dépassé presque l'heure. Je vais terminer, Adrien, par un petit mot sur un outil que nous avons développé, qui est un outil qui est le livre blanc. Je pense qu'Adrien va mettre le lien dans le chat. Il est de nouveau très réactif. J'ai amené un exemplaire à distribuer à Philippe et à Véronique pour vous remercier de votre participation. Donc, en fait, c'est un document qui a été réalisé dans le cadre du programme Construction du futur, programme qui vient de se terminer ici au mois de janvier, qui était là pour accompagner les entreprises dans leur digitalisation. Donc, Mélanie, qui est là aussi, a participé à cette rédaction, et on est vraiment dans le vif du sujet, puisqu'on parle de la donnée, de comment la structurer, et finalement, on reprend aussi des projets de référence, tant wallons que européens, qui vous montrent comment comment les projets finalement ont utilisé à bon escient la donnée. Voilà, donc vous l'avez dans le chat. Et donc je rappelle que voilà, Philippe, merci. Et donc je rappelle qu'il s'agit ici d'un webinaire qui fait partie d'une série de webinaires. Donc vous en aurez un le mois prochain. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je rappelle aussi que le webinaire est enregistré. Je pense qu'on avait une question dans le chat. Il est bien enregistré, donc on va le partager évidemment sur nos différents réseaux. Je tiens à remercier les différents intervenants. Merci beaucoup pour votre présence en studio, mais aussi en visio pour Gwenaëlle. Et j'espère que voilà, on va créer de futures collaborations et peut-être un futur projet européen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.